Dans un petit village perdu entre les collines, deux frères jumeaux sont nés dans la pauvreté la plus profonde. Inséparables, ils ont grandi en partageant la même assiette, les mêmes haillons, les mêmes rêves de liberté. Mais un jour, l'un d'eux est parti. Il voulait s'en sortir, quitter la terre, quitter la faim, faire plus que survivre. Il a marché jusqu'à la grande ville, travaillé nuit et jour, s'est élevé à la force de ses bras. Mais lorsqu'il s'est retrouvé face aux hommes les plus puissants de la ville, ils lui ont dit une chose simple. « Tu veux devenir comme nous? Alors prouve-le. » Cette nuit-là, dans une salle rouge éclairée par des bougies, on lui a tendu un couteau et un nom, celui de son frère jumeau. Ce qu'il a vu ensuite l'a hanté à jamais. Leur village semblait hors du temps. Coincé entre deux collines épaisses et une forêt dense, il était si reculé que le monde moderne paraissait n'être qu'une rumeur. C'est là que Peter et Paul étaient nés. Deux frères jumeaux, deux âmes liées par le sang, le regard et le destin. Leur maison était faite de terre battue, de paille séchée et de prières non exaucées. Leurs parents étaient cultivateurs, mais pas propriétaires. Chaque saison, ils devaient louer un petit lopin de terre aux riches familles voisines, juste pour avoir le droit de planter quelques graines et espérer manger jusqu'à la prochaine pluie. Peter et Paul grandissaient sous le soleil brûlant, les pieds nus, les mains couvertes de terre, les épaules déjà chargées d'un poids qui n'était pas le leur. Tandis que d'autres enfants portaient des sacs d'école, eux portaient des paniers de manioc. Ils regardaient passer leurs anciens camarades, désormais en uniforme impeccable, cartable sur le dos, en route vers l'école du village. Puis, les années passèrent. Ces enfants devinrent des adolescents, puis des hommes. Ils quittèrent le village, allèrent en ville, trouvèrent du travail, revinrent au pays le temps des fêtes, en voiture. À chaque retour, les villageois les acclamaient comme des rois. Les enfants couraient derrière leur fourrix-four. Les familles les attendaient avec des chants. Ils offraient du riz, des billets, des tissus, des promesses. Peter et Paul, eux, restaient dans l'ombre, accoudés à la barrière en bambou de leur cour. Paul plaisantait, riait comme toujours, un sourire en coin et la résignation dans les yeux. Peter, lui, ne riait plus. Quelque chose en lui bouillonnait, un feu qu'il ne comprenait pas encore, une colère, une envie. Chaque soir, après le travail au champ, Peter s'asseyait seul à la lisière de la forêt, regardant l'horizon, ce lieu inaccessible derrière les collines. Là-bas, il s'imaginait des routes larges, des immeubles, des opportunités. Mais dans sa poche, il n'avait rien, pas même de quoi payer le trajet. Et pourtant, il savait que ce monde-là l'appelait. Il ne pouvait plus l'ignorer. Ce soir-là, la pluie n'était pas tombée, mais l'air restait lourd. Peter et Paul partageaient un repas modeste. Quelques ignames bouillis et une sauce trop liquide pour masquer la faim. Le silence pesait entre eux. Puis, Peter releva les yeux vers son père, un homme aux mains burinées, au visage marqué par les saisons passées à courber l'échine. « Papa, tu crois que les choses peuvent changer? Qu'un jour, on pourrait vivre autrement ?» Le vieil homme s'essuya la bouche du revers de la main. Il ne répondit pas tout de suite. Puis il soupira. « Fils, mon père était pauvre. Le sien aussi. Et moi, je le suis encore. Nous ne sommes pas faits pour les rêves. Nous sommes faits pour la terre. » Peter baissa les yeux. Son cœur bouillonnait, mais il respectait son père. Pourtant, au fond de lui, une voix s'élevait. Non, ce n'est pas une fatalité. Paul, assis en face, observait son frère en silence. Contrairement à Peter, il n'avait jamais contesté leur sort. Il préférait rire du manque plutôt que de s'en plaindre. C'était sa manière de survivre. Mais Peter ne riait plus. Il n'en pouvait plus. Le lendemain, au champ, sous un soleil de feu, Peter jeta sa houe au sol.
Je ne peux plus faire ça. Je refuse de vivre et de mourir sur une terre qui ne m'appartient même pas. » Paul se redressa, surpris. « Et tu comptes faire quoi ? » ?»« Partir. Tenter ma chance. Je ne sais pas où, mais je ne peux pas rester ici à attendre que la vie me passe dessus. » Paul posa une main sur son épaule, sincère. « Tu sais que si tu pars, ce sera dur. Tu seras seul. Tu vas souffrir. » Peter hocha la tête. « Mais ce sera ma souffrance, pas celle qu'on m'impose. » Ce soir-là, Peter rassembla ses affaires. Une chemise, un pantalon usé, un sac en tissu et quelques pièces économisées en secret. Il serra son frère dans ses bras, longuement. « Je te promets, Paul, je reviendrai, et je ne t'oublierai jamais. » Puis, sans un regard en arrière, il prit la route, à pied, vers l'inconnu. Peter marcha des jours entiers, à travers les champs, les collines, les forêts épaisses. Sans argent pour le bus, il avançait avec une seule chose, la rage de réussir. Quand il arriva enfin en ville, ce fut un choc. Les immeubles semblaient toucher le ciel, les klaxons résonnaient dans l'air et les gens marchaient vite, le regard dur. Il n'y avait ici ni accueil, ni repas chaud, ni lit pour l'attendre. La première nuit, Peter la passa sur un banc, le ventre creux, le cœur encore plein d'orgueil. La deuxième, sous un porche. Et la troisième, il a failli abandonner. Mais quelque chose en lui résistait. Il ne voulait pas rentrer les mains vides. Il ne voulait pas être l'homme qui avait osé rêver, pour revenir les yeux baissés. Alors il a commencé à travailler. De tout, de rien. Il lavait des voitures, portait des sacs de ciment sur les chantiers, vendait des sachets d'eau au bord des routes. Chaque pièce gagnée était une victoire. Puis un jour, sur un chantier, un contremaître l'observa manier les outils avec une étonnante précision. « Tu sais utiliser tes mains, gamin. T'as déjà pensé à apprendre un vrai métier ?» Ce mot, métier, alluma quelque chose dans le regard de Peter. Grâce à ses petites économies, il s'inscrivit à des cours du soir, apprit à lire, à écrire, puis il entra en apprentissage auprès d'un vieux menuisier. Pendant des mois, il scia, rabota, assembla le bois jusqu'à en avoir les doigts en sang. Et un jour, il monta sa propre petite échoppe. Ce n'était pas grand-chose. Une cabane en tôle ondulée avec 3 outils et 2 bancs. Mais c'était à lui. Il construisait des chaises, des lits, des étagères. Il ne vendait pas du luxe, mais il vendait de ses mains. Il gagnait, honnêtement, lentement, mais sûrement. Et peu à peu, la pauvreté recula. Il put envoyer de l'argent au village, aider ses parents à louer de meilleures terres. Et à chaque lettre que Paul lui écrivait, il sentait une fierté naître, comme une lumière dans l'obscurité. Peter n'était plus un garçon en colère. Il devenait un homme. Un matin, Peter reçut une invitation étrange. Un vieux camarade du village, désormais établi en ville, l'invitait à une réunion entre frères de la communauté, dans un grand hôtel du centre-ville. Intrigué, il accepta. Quand il arriva, Peter fut saisi. L'hôtel était immense, lumineux, avec des lustres dorés suspendus au plafond. Il n'avait jamais mis les pieds dans un tel lieu. Autour de lui, des visages familiers, des hommes qu'il avait vus, enfants, jouer pieds nus dans la poussière du village. Mais ce n'étaient plus les mêmes. Ils portaient des montres brillantes, des costumes taillés sur mesure, leurs chaussures cliquetaient sur le marbre. Ils riaient fort, parlaient fort, et semblaient tous connectés à un monde dont Peter ignorait encore les codes. Il s'assit discrètement dans un coin, écoutant les conversations autour de lui. Des projets immobiliers, des contrats gouvernementaux, des voyages à Dubaï, des rencontres avec des sénateurs, des juges, des chefs d'État. Peter se sentait petit, invisible. Sa menuiserie, qu'il avait bâtie avec tant d'efforts,
lui paraissait soudain dérisoire. Puis, un homme s'approcha. Amika, un ancien camarade d'enfance. « Peter, je ne t'avais pas reconnu. Tu as bien changé. On m'a dit que tu avais lancé ton business ?» Peter hocha la tête, humblement. « Oui, ça avance doucement, rien d'extraordinaire. » Amika le fixa un instant, un sourire en coin. « Pourquoi t'arrêter là? Tu as du potentiel. Tu peux viser plus haut, beaucoup plus haut. » Peter sourit poliment. « J'aimerais bien, mais je ne suis pas dans les mêmes cercles que vous. » Amika se pencha légèrement vers lui. « Ce n'est pas une question de cercle, c'est une question de volonté. Si tu veux entrer dans notre monde, Peter, je peux t'y faire entrer. » Peter le regarda, surpris. « Comment ça ? Rejoins notre cercle, on s'entraide, on a des opportunités que personne ne connaît, des projets, des accès, des contrats. Mais surtout, une règle, ce qu'on fait reste entre nous. » Le regard d'Amika s'était durci, son sourire avait disparu. Il parlait bas, mais chaque mot semblait peser lourd. « On t'apprendra comment faire, tu deviendras l'un des nôtres. Mais une fois que tu entres, tu ne recules plus. » Peter sentit un frisson lui traverser l'échine. Il pensait avoir touché un certain niveau de réussite. Mais ce qu'Amika lui proposait, c'était un autre monde. Un monde de luxe, de pouvoir, de décisions silencieuses et d'argent qui coulaient comme de l'eau. C'était tentant. Très tentant. Quelques jours plus tard, Amika recontacta Peter. « Tu veux toujours savoir comment on y arrive vraiment ?» lui demanda-t-il d'un ton calme, presque complice. Peter hésita, puis acquiesça. Amika lui donna rendez-vous dans sa maison. Une vaste villa, en bordure de la ville, entourée de hauts murs et de silence. Lorsque Peter franchit le portail, il comprit que ce n'était pas un simple dîner entre amis. L'air avait une lourdeur étrange, comme si quelque chose l'observait. Ils traversèrent un couloir sombre, jusqu'à une grande porte en bois massif. Amika s'arrêta devant et le regarda. « Ce que tu vas voir ici, Peter, ne peut être raconté à personne. » Peter hocha la tête, partagé entre l'excitation et une peur sourde. La pièce était plongée dans une lumière rougeâtre. Des symboles gravés sur les murs, des chandelles vacillantes et une odeur d'encens épais emplissaient l'air. Des hommes, vêtus de robes rouges, le visage peint de blanc, formaient un cercle silencieux. Peter ne bougea pas. Il venait de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un simple réseau d'hommes d'affaires. « Bienvenue dans la fraternité », déclara l'un d'eux d'une voix grave. « Ici, le pouvoir n'est pas donné, il est conquis, et chaque conquête a son prix. » Peter voulait parler, poser des questions, mais les mots ne sortaient pas. Amika s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu veux réussir ? Tu veux plus que cette petite boutique de bois ? Ici, tu peux bâtir des immeubles, obtenir des marchés d'État, voyager en jet privé. Mais il faut t'engager, définitivement. » Puis l'un des hommes tendit un petit couteau doré à Peter. « Une offrande est nécessaire, dit-il. Une vie, pour la tienne. Un sacrifice pour que le pouvoir circule. » Peter recula d'un pas. Il crut mal entendre. Un sacrifice ? De qui ? Le silence fut brisé par la voix du maître de cérémonie. Le sang d'un inconnu est faible. Pour ouvrir les portes, il faut le sang d'un lien, un proche, quelqu'un qui t'aime. Peter sentit ses jambes faiblir. Amika le fixait droit dans les yeux. « Tu sais déjà de qui il s'agit, n'est-ce pas ?» Et Peter comprit. Paul. Le couteau était là, posé dans sa main, léger comme une plume, mais lourd comme une montagne. Autour de lui, les hommes en rouge formaient un cercle. Leurs visages étaient calmes, froids, déjà familiers avec le sacrifice. Peter n'osait bouger. Il entendait son cœur battre dans ses tempes. Il aurait voulu fuir, hurler, briser le silence, mais il était piégé. Et maintenant, il devait choisir. « Tu veux le pouvoir ?
dit le grand maître d'une voix lente. « Alors offre ce que tu as de plus précieux. Ton frère, ton sang. » Peter sentit ses entrailles se nouer. Paul, son frère jumeau, celui qui avait partagé son enfance, ses faims, ses nuits froides, ses rêves. Celui qui l'avait toujours soutenu, même sans comprendre ses ambitions. Paul, c'était la moitié de son cœur. Et c'est justement ce lien que cette confrérie réclamait. Un homme s'avança. Une cicatrice traversait son visage. Moi aussi, j'ai hésité. C'était ma mère. Je l'ai fait. Aujourd'hui, je commande 5 sociétés. Un autre s'approcha, les yeux vides. Moi, c'était ma femme et mes 2 enfants. Ils sont morts dans un accident que j'ai provoqué. Je suis devenue intouchable. Peter vacilla. Chaque mot était un poison. Puis Amika, calmement, murmura à son oreille. Ce n'est qu'un échange. Une vie contre une autre. Et regarde où nous en sommes tous aujourd'hui. Ne sois faible. Peter leva les yeux vers le miroir installé au fond de la pièce. Et soudain, une image apparut. Paul, assis chez lui, paisible, un bol de riz à la main, souriant. « Prononce son nom », ordonna le grand maître, « et l'esprit fera le reste. » Peter sentit sa gorge se serrer. Les hommes l'observaient, comme des vautours en attente. Il ouvrit la bouche. « Pas !» Sa voix se brisa. Il revoyait les champs, les jours de pluie, les nuits où ils dormaient l'un contre l'autre pour se réchauffer. Il entendait encore la promesse qu'il avait faite en partant. « Je ne t'oublierai jamais. » Et pourtant, il était là, à 2 doigts de tout trahir. Une larme coula sur sa joue. Le couteau tremblait dans sa main. Était-il vraiment prêt à tuer son propre frère pour devenir riche ? Peter était figé. Ses doigts se refermaient lentement sur le manche du couteau. Tout autour de lui, le cercle se resserrait, invisible mais oppressant. Les voix des hommes devenaient des murmures dans sa tête, comme un bourdonnement hypnotique. « Fais-le. Tu es prêt maintenant. » C'est le prix à payer. Le miroir brillait faiblement, révélant toujours l'image paisible de Paul. Son frère ne savait rien. Il était loin, loin de cette pièce rouge, loin de ces ténèbres. Son visage souriait doucement, comme une encre dans l'enfance. Peter leva la main. Un silence glacial s'installa dans la pièce. Les bougies vacillèrent. Le moment était là. Mais à l'instant où la lame commença à s'abaisser, quelque chose se brisa. Pas dans le miroir, en lui. Un cri silencieux jaillit de son âme. Il lâcha le couteau. Son corps se tendit, comme frappé par une secousse. Un souffle brutal le traversa. Ses yeux s'ouvrirent en grand. Et la pièce disparut. Peter se réveilla en sursaut. Il était chez lui, dans son lit, en sueur, haletant, le cœur battant à rompre sa poitrine. Il chercha le miroir, la robe rouge, les hommes, rien. Seulement l'obscurité familière de sa chambre. Et le silence. Il mit du temps à comprendre. Ce n'était pas un souvenir, c'était un rêve. Mais un rêve si intense, si réel, que son corps entier en tremblait encore. Il toucha son visage, ses bras, son torse. Il était vivant, et Paul aussi. Un soulagement immense le submergea. Et avec lui, une certitude. Ce n'était pas un simple cauchemar, c'était un avertissement, un regard interdit sur ce qu'il aurait pu devenir s'il avait dit oui. Le matin se leva sur la ville, et pour la première fois depuis longtemps, Peter ressentit autre chose que de la faim ou de l'ambition. Il ressentit de la gratitude. Il passa de longues minutes assis au bord de son lit, le regard perdu dans le vide. Le rêve ou la vision ne le quittait pas. Il revoyait encore le cercle des hommes, la lame dans sa main, le sourire innocent de Paul dans le miroir, et cette question brûlante qui lui martelait le cœur. Jusqu'où étais-je prêt à aller ? Il aurait pu y croire. Il aurait pu s'y laisser glisser. Mais il avait eu un sursaut,
une grâce. Alors il fit ce qu'il n'avait jamais osé faire depuis son départ du village. Il appela Paul. La voix de son frère, encore endormi, traversa la ligne. « Allô ? Peter ?» Peter sentit sa gorge se nouer. Il ferma les yeux. « C'est moi, petit frère. Tu vas bien ?» Paul rit doucement. « Comme toujours. Et toi ? T'as la voix bizarre. Tu es sûr que ça va ?» Peter inspira profondément. « J'ai beaucoup pensé à toi cette nuit. Et je voulais te demander quelque chose. Viens me rejoindre en ville. Pas juste pour quelques jours. Viens vivre ici. Qu'on construise quelque chose ensemble. Qu'on bâtisse un avenir à deux. » Paul resta silencieux un instant. Puis répondit avec sa voix simple, sincère, fidèle. « Si tu es là, alors je viens. Tu sais bien que je n'ai jamais voulu autre chose. » Peter raccrocha, les larmes aux yeux. Ce jour-là, il effaça le numéro d'Amica. Il ferma la porte aux promesses faciles. Il décida de continuer, à son rythme, avec ses valeurs. Sans pacte, sans trahison, sans sang sur les mains. Il ne serait peut-être jamais l'un de ces hommes aux montres dorées et aux voitures brillantes. Mais il serait libre, et il aurait son frère à ses côtés. Dans le monde où tant se perdent pour le pouvoir, il avait retrouvé l'essentiel.